Je pense simplement que sur la question du niqab, c'est-à-dire ce qui est le voile qui couvre la face, ou du niqab qui est, de ce point de vue-là, également un voile qui couvre la face, mais qui est une tradition plutôt asiatique que l'on a connue et dont le nom a été propagé à travers le monde à partir de la tradition et de l'expérience afghane. لا يستطيع رجل درس القرآن والسنة وابتعد عن السياسة أن يقول إن النقاب عادة. مستحيل يقولها إلا إذا كان مغالطا. Je pense que la burqa ni le niqab ne sont des prescriptions islamiques et que mon travail à l'intérieur des communautés musulmanes, non pas simplement en Occident, mais à travers le monde, c'est de dire et de répéter que cette compréhension est réductrice et qu'elle trahit le sens et l'esprit même de la référence musulmane. C'est un travail que je fais de l'intérieur, c'est un travail que je ne cesse de faire et je pense que nous devons mener. دي الفتاوى اللي احنا شايفين دي كلها سياسة ملهاش علاقة بالدين، إنما هي سياسة. قصة النقاب عادة، إزاي عادة؟ عندنا نصوص شرعية في السنة، مش هتكلم عن القرآن عشان دلالة القرآن واسعة شوية، يقول لك لا ده مش عارف إيه، لا ده مش عارف إيه، ده الكلام ده، لا أنا مش هجيب نص قرآن. Que l'islam est une religion française, que des citoyens français sont de confession musulmane, que la très grande majorité de ces Français de confession musulmane, leaders compris, autorités religieuses locales compris, ici dans ce pays, sont vos partenaires dans cette lutte pour une meilleure compréhension de l'islam. Et pour mettre justement en évidence le fait que la burqa ou que le niqab ne sont pas des prescriptions islamiques et qu'on est liés ensemble sur ce travail. احنا عندنا من السنة الكثير الطيب. كفاية عندي في ال5 دقايق دول أن أذكر شيئين. الشيء الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى بدليل الخطاب المرأة إذا لم تكن محرمة تلبس النقاب وتلبس القفازين. Et je l'ai fait en Angleterre, juste après que Jack Straw soit intervenu sur la question de « il faut que je voie le visage des femmes ». Et que j'ai soutenu en disant « il pose une vraie question ». Et que le Guardian là-bas a repris la position de Tariq Ramadan en disant qu'il était contre le niqab. En Angleterre, où c'est beaucoup plus répandu, d'ailleurs, dans les populations asiatiques, que ça ne l'est en France. وعندنا حديث أسماء بنت أبي بكر إنها كانت في الحج، وده من أصح سند يكون، من أصح إسناد يكون، إسناده زي الشمس. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها، الاثنين بيتفقوا في المعنى. كنا إذا مر بنا الركبان تسدل إحدانا من جلبابها على وجهها. وأنا بقول أسماء ليه؟ علشان أصل الجماعة دول يقول لك أصل دي عائشة وأم المؤمنين الحجاب كان فرض على أمهات المؤمنين، لكن هذا لا يلزم بقية المؤمنات. أسماء مش من أمهات المؤمنين، أسماء بنت أبي بكر مش من أمهات المؤمنين، ومع ذلك تقول كانت الواحدة منا تسدل من جلبابها على وجهها إذا مر بنا الركبان. واحد يقول لي طب ما هو كده مش واجب، أقول أنا ما بتكلمش في الوجوب دلوقتي، أنا لا أتكلم لا في الوجوب ولا حاجة، أنا بأرد على الذين يقولون إن النقاب عادة وليس عبادة. Il faut que nous reconnaissions le fait clair et objectif qu'une tradition aujourd'hui maintient que telle est la compréhension de l'islam. Alors, encore une fois, sans rentrer dans les détails parce que nous n'avons pas le temps, ils prennent un certain nombre de textes et souvent, en fait, ce qui est l'ancrage de leur réflexion, c'est l'extension de ce qui était compris du temps du prophète de l'islam et de ses épouses comme étant la norme pour toutes les femmes, alors que les autres savants font une distinction entre une norme qui était spécifique pour elles et pour ce qui est demandé, et de ce qui est demandé à l'ensemble des autres femmes. يروحوا يودوا الأدلة دي فين؟ التي تكلم عنها كل العلماء.
يعني لما نفتح كتب العلماء السابقين، العلماء دول كانوا بيغشونا؟ العلماء دول كانوا جهلة ما بيفهموش يعني؟ زي ما نتكلم عن ختان الإناث يقول لك ليس من الدين ختان الإناث. طب أنا عايز أفهم يعني العلماء اللي بيتكلموا من أيام الصحابة ومن القرن الثالث الهجري وانت نازل، دول كانوا ما بيفهموش؟ دول ما كانوش عارفين دين؟ دول كانوا بيغشونا؟ كانوا بيزيفوا علينا الأدلة والدين؟ ما تجاوبونا على القصة دي. أخطاء علماؤنا كلهم من أول القرن الثالث الهجري لحد النهاردة في إن ختان الإناث مشروع يدور بين الوجوب والاستحباب، والوجوب هو الراجح بصراحة. الأدلة على الوجوب أقوى بكثير من الأدلة على الاستحباب والمشروعية، وده قول الشافعية والإمام النووي وغيره نصب الأدلة على ذلك. لكن أنا ما بتكلمش دلوقتي لا في واجب ولا مستحب، ده طلعونا بره خالص. قال لك ده ليس من الدين في شيء. ما جاوبونا بقى، يعني إذا علماءنا كانوا ضلالية كلهم وغشونا كلهم. Mais on a fait un travail gigantesque dans les communautés musulmanes pour qu'aujourd'hui je puisse dire mais il n'y a absolument aucun problème à serrer la main d'une femme ou à serrer la main d'un homme. Bonjour Tariq Ramadan. Bonjour, Bienvenue. ça va? Vous allez bien? Ça va bien et vous-même? Très bien. Vous n'êtes même pas essoufflé. Ça va, je continue à faire un peu de sport. الجواب: لا يجوز مصافحتها، لما روى الترمذي في جامعه عن أميمة بنت رقيقة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أصافح النساء. ولما روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت في رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما مست يده يد امرأة قط. Il n'y a aucun problème pour une femme d'aller voir un médecin homme quand quand les circonstances font qu'elle doit aller voir un homme ou quand la compétence. Il n'y a pas de ce point de vue-là de problème. Donc c'est un vrai travail. Mais vous nous dites, en définitive, vous devez faire de la pédagogie. Mais comment voulez-vous que la pédagogie marche à partir du moment où le dogme de l'autorité de l'Église en question, c'est effectivement de voiler la femme? Et là, je vais vous lire quelques éléments de ce livre que vous devez connaître, qui est un livre salafiste, qui est un recueil des fatwas sur les femmes, et qui dit clairement qu'elle doit couvrir son visage. C'est une obligation. Il n'y a pas d'alternative. C'est une obligation. Elle ne doit pas serrer la main d'un homme. Ce n'est pas possible. Elle ne peut étudier dans un cadre de mixité. Bon, elle doit rester chez elle. Est-ce que vous pensez que ces dogmes enseignés et trouvés dans la banlieue française, je ne suis pas allé du côté de l'Arabie Saoudite, est-ce que vous pensez que ces dogmes peuvent heurter directement, justement, la loi du pays? Mais à partir du moment où vous nous dites, faites de la pédagogie, mais que vous nous dites antérieurement que, bien évidemment, l'autorité en question, vous n'avez pas pouvoir sur eux, qu'est-ce qui reste? Il reste la norme du vouloir vivre ensemble, c'est-à-dire la loi du suffrage universel. Et c'est en cela que je trouve que votre discours est en contradiction et que votre solution est une impasse. Vous avez pris un livre et vous dites, voilà un livre qui est, et vous l'avez vous-même qualifié, de la tradition salafi. Vous avez parfaitement raison. Il y a des livres de la tradition salafi qui sont en France. Il y a une chose qui est très très étonnante, c'est que tous les colonisateurs, quand ils ont eu affaire à l'islam, ont considéré que l'un des domaines sur lesquels il fallait frapper et insister le plus, c'était la femme en islam. La femme. Il fallait cibler la femme. Parce que si la femme tombe, c'est tous qui vont tomber. C'est un travail que je fais de l'intérieur, c'est un travail que je ne cesse de faire et je pense que nous devons mener. Le docteur Freud, c'est le type qui disait « Faute de pouvoir voir clair, nous voulons à tout le moins voir clairement les obscurités. »
Freud disait aussi que tout était question d'interprétation. Vous avez 1 million d'amis sur Facebook, vous donnez des conférences dans le monde entier, mais en France, on vous reproche vos ambiguïtés, on vous soupçonne toujours de tenir un double discours, on pourra en juger ce soir. Je vous présente les grandes voix d'Europe 1 Tarek Ramadan qui vont vous interroger, Arlette Chabot, Michel Cotta et Olivier Duhamel. Bonsoir les grandes voix. Bonsoir. Bonsoir à tous. Tarek Ramadan, on a entendu votre réaction après les attentats de Paris, on va y revenir, mais on ne vous a pas encore entendu sur la une du nouveau Charlie Hebdo, celui qui est sorti mercredi. Est-ce que cette une vous choque? Non, elle ne me choque pas, elle est dans la ligne de ce que je connaissais du journal auparavant et ma position avant n'a pas changé après, à savoir que je pense qu'il faut absolument défendre la liberté d'expression. Je pense qu'ils ont le droit et il doit y avoir la possibilité de le faire. Maintenant, oui, je retiens que vous dites ils ont le droit de le faire. ils doivent avoir la liberté, le droit. La liberté et le droit de le faire. Sûr, oui. Ça veut dire que l'interdiction qui est faite de dessiner, de reproduire le prophète ne s'applique qu'aux musulmans et pas aux non-musulmans. Oui, et de toute façon, De dessiner. à partir du moment où vous êtes dans la foi et la croyance, ça s'applique aux musulmans. On ne peut pas empêcher quelqu'un de pouvoir aller dans l'ordre de sa foi, lui. Mais un savant comme Ibn Taymiyyah, dans le coin d'un de ses livres, lui dit Ibn Taymiyyah. Si un salafi qui est là, qui n'est pas content, Ibn Taymiyyah. Et donc maintenant, ils ont le droit, ils doivent pouvoir le faire. Ramadan, donc on parlait de votre réaction juste après les attentats, je crois que c'était le week-end dernier, vous étiez sur la radio suisse et vous avez condamné rapidement ce qui venait de se passer en France avant de revenir sur les dessinateurs de Charlie Hebdo et de les traiter de lâches. Je n'ai pas compris le terme de lâche. On peut traiter de lâche celui qui ne prend aucun risque. En l'occurrence, ils venaient de mourir tous. Comment peut-on les traiter de lâches? Non, je pense que vous faites une erreur de chronologie. J'ai traité d'humour lâche ce qui avait été fait il y a, je crois, 3 ans lors d'une intervention que j'avais en face sur une chaîne française. Et on a repris ceci dans une interview de 2 minutes où on me rappelait ce que j'avais dit il y avait 3 ans. Non, moi je parle d'une interview en direct où vous étiez par Skype depuis Doha. C'était pas le week-end dernier, ça? Oui, non, mais ce à quoi on faisait référence, c'est un propos que j'avais tenu il y a 3 ans en disant que leur humour était un humour de lâche. Je ne les ai pas traités de lâche, j'ai dit que c'était un humour de lâche. J'ai dit que cet humour-là était un humour de lâche. Donc je suis pour le principe de la liberté d'expression, je ne suis pas pour son usage lâche. Donc d'ailleurs, j'ai dit et répété ma sympathie aux familles des victimes. Une fois de plus, pardonnez-moi, mais ça n'est pas clair. C'est vos résumés systématiquement. Non, ce n'est pas clair quand... ce problème du mot lâche que vous réutilisez, c'est-à-dire que vous réutilisez le mot lâche pour des gens qui ont risqué leur vie, qui savaient pertinemment, pour certains d'entre eux, qu'ils risquaient leur vie, qu'ils l'ont dit, et qui se sont fait tuer. Comment est-ce que vous pouvez utiliser le mot lâche? Alors vous dites, je ne les traite pas de lâche, je dis c'est un humour de lâche. De dire que c'est un humour de lâche, excusez-moi, mais c'est les traiter de lâche. Non, pas tout à fait. Bon, pas très loin quand même, hein. Non, ça, ce sont vos résumés. Vous avez une façon de résumer les choses qui n'exprime pas ce que je dis. Pas, on cite, et quand on vous cite, vous dites, vous résumez. Monsieur, bah oui, monsieur, on cite, on ne va pas citer 3 phrases. Monsieur, je trouve assez petit et lâche, et je leur ai dit ceci sur une antenne de télévision, où j'ai dit c'est un humour de lâche. C'est un humour qui touche ceux qui auront de la peine à réagir vis-à-vis d'eux, et sur lesquels ils se font de l'argent. Eh bien c'est tout. S'ils survivent avec leur lâcheté, eh bien bon vent. Je suis assez d'accord avec Daniel Cohn-Bendit, qui les a un tout petit peu traités de cons, si je peux me permettre. En littérature élémentaire, la façon de citer est une façon de résumer. Donc je vais redonner ma pensée dans son contexte. S'ils survivent avec leur lâcheté, eh bien bon vent. Je suis assez d'accord avec Daniel Cohn-Bendit, qui les a un tout petit peu traités de cons, si je peux me permettre.
couche comme Miley. Avec Miley. Bonne. Je pense que vous faites une erreur de chronologie. Ah. Je suis extrêmement sage ce soir. Ah bon? Je bois du thé. Ah, c'est la sagesse, tu sais. Et la folie, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je vais avoir 2-3 petits trucs au bar qui sont plus proches de la folie, non? Ça vous arrive des fois d'aller juste boire un verre comme ça dans un bar à Londres? Ça arrive, oui, ça arrive. Ça vous arrive des fois d'aller juste boire un verre comme ça dans un bar à Londres? Ça arrive, oui, ça arrive.